Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voyons les grands titres sommaires de ce journal. Le ministre de l'économie et des finances, Togolais Sani Yaya, a présenté l'état de l'économie du pays. Bien que les crises, notamment le conflit ukraino-russe, soient intervenues, chemin faisant, la croissance de celle-ci est demeurée résiliente. Dans le cadre de son projet de développement agricole portant principalement sur la mécanisation et la production locale d'engrais, le Togo va collaborer avec le Maroc. Ailleurs au Sénégal, précisément, le gouvernement dénonce une volonté de déstabilisation du pays. Les raisons, vous les découvrirez. Et enfin, les Sud-Africains, eux, retrouveront l'électricité après une longue période de coupure dans le pays. Et voilà, c'était tout pour les titres. Place au développement. Bienvenue à tous. Nous vous le disons dans les titres, la croissance économique togolaise est demeurée résiliente malgré un contexte mondial marqué par de multiples crises, notamment par le conflit russo-ukrainien. Une situation présentée par Sani Yaya, le ministre de l'économie et des finances togolais. Suivez le récit d'Elodie Yantiabré. Après avoir été impacté par les mesures de confinement et l'effondrement du commerce, l'activité économique du Togo s'est redressée en 2021 avec une croissance du PIB de 5,3%. La croissance économique est restée résiliente en 2022, malgré le contexte difficile apporté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, en 2022, la conjoncture économique a été globalement satisfaisante, selon une communication présentée par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Le ministre a indiqué que le contexte économique mondial en 2022 a été marqué par de fortes tensions inflationnistes liées aux différentes crises. Dans la zone UEMOA, le taux de croissance économique est estimé à 5,7% contre 5,9% en 2021, avec un taux d'inflation moyenne de 7,1% contre 3,5% en 2021. En ce qui concerne le pays, la situation économique en 2022 est caractérisée par une évolution globalement satisfaisante, notamment grâce à la dynamique observée par le trafic portuaire et aéroportuaire, ainsi qu'à une augmentation du financement de l'économie, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. En outre, plus spécifiquement au niveau des systèmes financiers décentralisés, le volume de nouveaux crédits accordés par les institutions de microfinance s'est élevé à 255,2 milliards de francs CFA en 2022 contre 196,8 milliards de francs CFA en 2021. Ces évolutions conjoncturelles en 2022 sont généralement conformes aux estimations et prévisions du cadre macroéconomique. Par ailleurs, les estimations prévoient une croissance du PIB réel. Notons que selon les informations du Fonds monétaire international, la croissance du PIB devrait encore s'accélérer pour atteindre 6,2% en 2023 et 6,5% en 2024. Ces dernières années, la courbe des nouvelles entreprises déclarées au Togo est ascendante. Au premier trimestre de cette année, plus de 40 nouvelles entreprises ont été enregistrées par le Centre de formalité des entreprises. D'autres précisions, c'est avec Bernard Canvi. L'entrepreneuriat est l'une des pistes privilégiées par les autorités togolaises pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes et lutter contre le chômage. Selon les différentes réformes engagées ces dernières années, l'amélioration du climat des affaires reste encourageante au Togo. En effet, selon le Centre de formalité des entreprises CFE, ce sont 4 655 entreprises qui ont été créées au premier trimestre de l'année 2023. Sur la même période de l'année 2022, ce chiffre traduit une hausse de 17% en glissement annuel. Dans les détails, sur les 4 655 entreprises, 1636 le sont en janvier, dont 473 par les femmes. 1420 entreprises sont enregistrées par le CFE durant le mois de février et 1599 dans le mois de mars. Dans l'ensemble, le Centre de formalité des entreprises signale que 3922 entreprises sont créées par des Togolais sur la période. Pour rappel, l'année 2022 a enregistré 13 835 entreprises, un record si l'on compare ce chiffre à celui de 2021 qui s'établissait à 13 770.
Le Togo envisage réformer son secteur minier. Le pays ouest-africain qui veut voir doubler l'apport du dit secteur à son PIB d'ici 2025 veut rédiger et adopter une politique minière, mais également modifier son code minier. Les précisions dans cet élément de Promise Pomegbe. Des réformes sont envisagées dans le secteur minier togolais pour se rapprocher de plus en plus des ambitions du pays, dont celle de doubler la contribution du dit secteur dans le PIB d'ici 2025. Selon les tests en vigueur, dont certains sont en réadaptation, le pays dispose actuellement de 2 fonds pour le secteur. Le fonds de promotion et de développement des activités minières, alimenté par les ressources revenant à l'État dans le cadre des opérations minières, et le Fonds de développement local et régional qui est censé contribuer au développement de la localité abritant l'activité et engage la responsabilité des sociétés extractives dans la pollution dont peuvent souffrir les riverains. À titre des réformes, le pays veut rédiger et adopter un document de politique minière et sa stratégie de mise en œuvre, mais également lancer la modification du code minier en vue de rehausser les montants des droits fixes et de redevances minières qui s'avèrent excessivement bas par rapport aux autres pays de la sous-région. Si le programme de développement de la gouvernance minière, arrivé à terme en juin 2022, a dit-on permis au Togo d'améliorer la gestion et le suivi des activités de développement du secteur minier, il s'avère nécessaire de prendre de nouvelles mesures de contrôle en raison de leur importance capitale. À l'horizon 2025, le Togo compte atteindre un taux de désert en eau potable de 85% à l'échelle nationale, 95% en milieu rural et 80% dans le Grand Lomé. Les objectifs en marge du programme d'urgence dans les régions des savanes. Les précisions de Kofi Klié. C'est depuis avril 2022 que le Togo a lancé un programme d'urgence pour la région des savanes, PURS. L'initiative avait pour but de renforcer la résilience des populations de cette zone qui est permanemment en proie aux attaques djihadistes depuis novembre 2021. 3 secteurs avaient été ciblés. Il s'agit du secteur de l'eau, de l'électricité et des pistes rurales avec un investissement de 50 milliards au départ. Dans le secteur de l'eau, le gouvernement a initié le programme d'urgence d'accès à l'eau potable pour plus de 160 000 personnes et subdivisé en 2 volets, l'accès à l'eau potable et la maîtrise de l'eau. Le premier volet a profité à 640 localités rurales. Le deuxième volet a profité à 69 cantons de la région et a servi à la population agricole. À ce jour, 139 postes d'eau autonomes équipés de panneaux solaires et 101 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés dans les bases militaires et au sein des communautés. Par ailleurs, à l'horizon 2025, le Togo compte atteindre une desserte d'eau en eau potable de 80% sur le plan national, 95% en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain, 75% en milieu urbain et 80% dans le Grand Lomé. Assurer l'accès en eau potable, ce n'est pas tout. Le pays veut également poursuivre ses actions à l'endroit des personnes en situation de handicap, notamment en mettant en place des dispositions pour une insertion professionnelle des diplômés en situation de handicap et sans emploi. Le sujet a été évoqué en Conseil des ministres et Promise Pomegbe nous fait le point. Comme l'on a pu le constater en mars dernier, dans le cadre de la présentation du premier rapport du Togo au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le pays entreprend depuis un moment plusieurs actions en vue de mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Dans la perspective de poursuivre ces actions, le pays veut œuvrer à l'amélioration de la situation des diplômés vivant avec handicap et sans emploi, ces derniers n'étant en aucun cas des citoyens de second rang. S'inscrivant dans la vision d'une inclusion totale de l'ensemble des Togolais, ceci a fait l'objet d'une communication au récent Conseil des ministres où il était question de présenter la situation des personnes en situation de handicap au Togo, mais également des pistes de solutions pour améliorer leur situation professionnelle. Plusieurs facteurs entravent l'émancipation des personnes en situation de handicap au Togo. Ayant un champ d'action déjà limité, il urge de prendre des dispositions pour les former et les outiller, leur donnant des compétences employables, mais également créer des conditions qui favorisent et encouragent leur employabilité.
Agriculture pour clore cette page nationale. Dans la situation actuelle de crise mondiale, la survie des populations de nos régions est étroitement liée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Dans cette perspective, le Togo va collaborer avec le Maroc dans le cadre de son projet de développement agricole, notamment pour la mécanisation et la production locale d'engrais. On en sait un peu plus dans cet élément. Il est signé Elodie Yantiabri. Dans le contexte actuel de crise mondiale, la survie des populations de nos régions est intimement liée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. La santé des sols et la question des engrais sont au cœur du problème, mais aussi de la solution. Dans cette ligne de mire, le Togo va collaborer avec le Maroc à travers l'Office chérifien des phosphates, OCP, dans le cadre de son projet de développement du secteur agricole, notamment la mécanisation et la production locale d'engrais. En effet, les deux acteurs ont signé ce mercredi 2 accords dans ce sens. Ceci en marge de la table ronde de haut niveau organisée conjointement avec la Banque mondiale et la CEDEAO. Le premier accord porte sur la promotion de la mécanisation de l'agriculture et aboutit à la déclaration de Lomé sur les engrais. En outre, ces accords visent à faciliter les services d'autonomisation en agriculture au pays et ouvrent la voie à une étude de faisabilité pour implanter à terme une usine d'engrais phosphatés avec l'appui en expertise et en technologie de l'opérateur marocain. Notons que l'agriculture togolaise est peu structurée et peu développée alors même qu'elle contribue à 40% du produit brut intérieur. L'actualité internationale nous intéresse également dans cette édition. Le gouvernement sénégalais dénonce une volonté de déstabilisation du pays. 15 personnes ont trouvé la mort depuis jeudi dans les heures entre les forces de sécurité et les manifestants suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour la corruption de la jeunesse. Retrouvez les précisions. Les heurts entre les forces de sécurité et les manifestants au Sénégal ont fait 15 morts depuis jeudi et la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison. Alors que la tension était encore vive samedi dans les rues de Dakar, la capitale, le ministre sénégalais de l'Intérieur a dénoncé une volonté de déstabilisation du pays, non sans évoquer une main noire extérieure. Notre pays a fait l'objet d'attaques, mais d'attaques de la part de forces occultes, comme je l'avais indiqué en 2021. À l'époque, ça avait suscité des critiques et puis on m'a même prêté l'intention de confondre des manifestants pacifiques sénégalais à des forces destructrices. Les événements de ces derniers jours semblent avoir ouvert les yeux aux plus sceptiques. Face à ces forces occultes présumées, le gouvernement sénégalais dit veiller au grain. Environ 500 arrestations ont été menées depuis le début de la contestation, selon les chiffres officiels. Autant que jamais, les Sénégalais sont debout. Et je parle des vrais Sénégalais. Je ne parle pas de ces Sénégalais qui ont voulu attiser le feu, déstabiliser le pays et fuir leur domicile et disparaître dans la nature. Parce qu'aujourd'hui, ils vivent la torpeur. Voilà des gens qui sont irresponsables. Ils ont appelé à des manifestations. Ils ont appelé à ce que les édifices publics soient brûlés. Ils ont appelé à l'effondrement de l'État. Face au climat sécuritaire délétère dans le pays, l'armée a été déployée autour des points stratégiques. Alors que les appels au calme se multiplient, les États-Unis, par exemple, se sont dit samedi préoccupés et attristés par les violences. Toujours au Sénégal, l'accès à certaines applications a été suspendu par les autorités. Les réseaux sociaux auraient participé au déclenchement de la contestation après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Pour plusieurs, cette coupure est juste inadmissible. Appel à manifester, publication de vidéos, les réseaux sociaux ont participé au déclenchement de la contestation après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko au Sénégal. Mais depuis quelques jours, les autorités sénégalaises ont bloqué l'accès à certaines applications. Utilisation de YouTube,
Interdire l'utilisation de YouTube, WhatsApp, Facebook et autres, c'est un énorme problème pour nous parce que nous ne pouvons pas obtenir d'informations en temps réel sur les lieux de manifestation. Et notre sécurité est en jeu. Je pense que l'accès à l'information est un droit et que l'État n'a pas le droit de crypter les réseaux. Le gouvernement se défend en mettant en avant la diffusion présumée de messages haineux et subversifs sur les plateformes, ce que contestent les internautes. La plupart des internautes soutiennent Ousmane Sonko et même les artistes sont avec lui. C'est ce qui dérange les autorités qui ont coupé la connexion aux réseaux sociaux. Les autorités sont accusées d'avoir choisi de réprimer la contestation loin des regards indiscrets des réseaux sociaux. Un huis clos dénoncé par des Sénégalais. Les manifestants postaient des vidéos sur les réseaux sociaux pour informer le monde entier. C'est pourquoi l'État a coupé les réseaux. Ce sont les posts sur les réseaux sociaux qui informaient l'opinion internationale de la situation actuelle. Et ça dérange le président. Il veut nous couper du monde. En ce moment, il est difficile de partager l'information. Amnesty International a dans un communiqué fustigé les restrictions au droit à la liberté d'expression et à l'information. Des casques de réalité virtuelle pour un voyage solaire inédit. La technologie est utilisée dans une école à Nairobi avec pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais également de sensibiliser les élèves sur les questions environnementales. Les précisions. Des élèves de l'école Macedo Benjing dans le quartier Mataré de Nairobi portent des casques de réalité virtuelle pour un voyage scolaire inédit. La technologie est utilisée pour améliorer la qualité des enseignements et sensibiliser les enfants aux questions environnementales notamment. Au programme aujourd'hui, le tri des déchets. Ukwenza VR nous a aidés, moi et les autres élèves, à prendre soin de l'environnement en séparant les plastiques et les déchets organiques. Nous sommes maintenant capables de nous débarrasser des déchets, comme on nous l'a appris. Avant, j'utilisais des bouteilles en plastique et je les jetais par n'importe quel moyen. Mais maintenant, je n'achète plus de soda ou d'eau avec une bouteille en plastique. J'achète du soda dans une bouteille en verre. L'entreprise Ukwenza propose ces évasions virtuelles aux élèves des écoles des zones défavorisées. Ses champs d'action, la pollution et le changement climatique. Lorsque vous réfléchissez à un problème aussi complexe que la pollution plastique ou même le changement climatique, la question est généralement comment pouvons-nous faire en sorte que les enfants se soucient suffisamment du problème pour qu'ils agissent différemment? C'est un véritable défi. La réalité virtuelle les aide à conceptualiser le problème. C'est une chose de dire ne jetez pas de déchets, mais c'en est une autre de comprendre que si je jette une bouteille en plastique, elle finira dans l'océan Indien et affectera la vie marine, ce qui m'affectera ensuite parce que je veux manger ce poisson. Il est donc possible de créer une chaîne qui les aide à relier leurs actions à chaque chose qui se produit en cours de route. Selon cette spécialiste de l'éducation, la réalité virtuelle aide les enfants à faire preuve de plus d'empathie à l'égard des questions qu'ils étudient. Nous revenons en Afrique du Sud où les coupures d'électricité viennent d'être suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les Sud-Africains, depuis plusieurs mois maintenant, étaient privés d'électricité jusqu'à la mi-journée. Quelquefois, toutefois, ils vont devoir surveiller leur consommation, en particulier dans les heures pleines. C'est la fin d'un calvaire en Afrique du Sud. Eskom, la compagnie publique d'électricité du pays, a annoncé samedi la suspension des coupures d'électricité jusqu'à nouvel ordre.
Depuis des mois, les quelques 60 millions de Sud-Africains étaient privés d'électricité jusqu'à 12 heures certains jours. Cette suspension est le résultat de l'amélioration des capacités de production et d'une baisse de la demande, a expliqué Eskom. La compagnie a invité cependant les Sud-Africains à surveiller leur consommation, en particulier pendant les heures pleines. La première puissance industrielle du continent est en proie à une profonde crise d'électricité. Ces centrales à charbon vétustes ne tournent plus à plein régime, alors que le pays tire 80% de son énergie du charbon. Ces délestages coûtent chaque jour à l'économie plus de 50 millions de dollars en perte de production, selon le gouvernement. Actualité internationale qui vient mettre fin à cette édition. En Espagne, c'est une vraie usine à drogue qui vient d'être démantelée. C'est un coup de filet historique qu'a réussi la police espagnole. Cette dernière a mis la main sur 6 Colombiens dans une maison qui se relayait 24 heures sur 24 pour produire de la cocaïne. Plus de 500 kilos de drogue d'une valeur estimée à 10 millions d'euros ont été saisis. La découverte de cette installation confirme une tendance. Les organisations de narcotrafiquants délocalisent de plus en plus leurs étapes de production en Europe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur la 7.